Bonsoir à tous. Certainement des participants qui vont arriver en cours, mais on va pas tarder. Et puis je les ferai rentrer au fur et à mesure. Dans la poursuite de nos webinaires mensuels de restitution de résultats de recherche, ce soir, on reçoit Carole Beninati, qui a fait une recherche dans le cadre d'un Master 2 de sciences de l'éducation l'année dernière, l'année académique dernière, avec nous, avec le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Je vais lui laisser présenter son travail. Dans un deuxième temps, on pourra échanger avec elle si des questions vous viennent ou des commentaires assez librement. Carole, c'est à toi. Merci, bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation pour la restitution des travaux et notamment un focus sur le portfolio. Donc, je vais vous présenter ce travail aujourd'hui issu de mon mémoire de Master MEF IFA qui porte sur la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients partenaires et sur les effets que cette reconnaissance ou son absence peut avoir sur leur place, leur visibilité et la durabilité de leur engagement. J'ai mené ce travail dans le cadre d'un stage au CI3P et c'est vrai que c'était un terrain très riche pour observer comment les patients partenaires s'inscrivent dans les dispositifs d'enseignement, de soins et de recherche. Avant d'aborder la proposition du portfolio, il fallait que je comprenne avant tout le contexte dans un mouvement plus large, celui d'une transition épistémologique portée par une démocratie en santé où il y a une reconnaissance qui est progressive des savoirs issus de l'expérience avec la maladie, un cadre légal et des politiques publiques qui restent encore à ce jour sur un registre de l'incitation ou de la recommandation avec des textes qui encouragent la participation des patients partenaires, mais les dispositifs manquent encore de moyens de mise en œuvre et d'harmonisation. Je me suis appuyée aussi sur le modèle de Montréal sans forcément le comparer au modèle français, mais pour voir dans le modèle français un paysage quand même plus contrasté et plus hétérogène de l'intégration des patients partenaires. Et enfin, j'ai fait un focus, donc le terrain d'étude, qui est le CI3P, qui intégrait les patients partenaires. Et j'ai voulu comprendre dans quelles conditions les savoirs expérientiels sont reconnus et comment cette reconnaissance, elle influence sur la visibilité et la place des patients partenaires. Donc, l'objet d'étude, il portait sur la reconnaissance des savoirs expérientiels, les effets de cette reconnaissance sur la visibilité des contributions des patients partenaires et l'exploration de leviers qui pourraient rendre visibles et reconnaître ces savoirs. Donc, j'ai plusieurs questions qui ont guidé mon travail. Comment les patients partenaires perçoivent-ils la place qui leur est donnée? Leur engagement est-il durable dans des contextes où leurs rôles sont parfois peu clarifiés? Quel levier permettrait de rendre visible la contribution des patients partenaires? Et quels sont les effets d'un statut encore flou sur la reconnaissance des savoirs? Donc, j'ai formulé à partir de ces questions une problématique qui est dans quelle mesure le statut encore flou des patients partenaires contribue-t-il à la non-reconnaissance de leur savoir expérientiel? Et est-ce qu'il participe à une invisibilisation de leur travail réel? Pour essayer de comprendre tout cela, j'ai mobilisé trois cadres conceptuels qui me permettaient en fait d'éclairer quelle était la place des patients partenaires. Donc, il me fallait définir ce qu'est un savoir expérientiel, savoir comment il pouvait se construire, euh, comment on pouvait en faire une typologie. Là, je passe assez rapidement hein, pour qu'on puisse après discuter du portfolio. Euh, et comment ce savoir expérientiel passait d'un savoir individuel à un savoir collectif
d'après notamment les travaux d'Edgardia. J'ai ensuite mobilisé un second cadre conceptuel et soulevé beaucoup de paradoxes autour de la reconnaissance des savoirs issus de l'expérience, avec les travaux de Jouet et Luigi Flora, qui parlent d'une hiérarchisation des savoirs. En France, on a une vision qui est portée beaucoup sur les diplômes et finalement, les savoirs expérientiels se construisent et ne sont pas encore reconnus alors qu'ils mobilisent de véritables compétences. J'ai aussi mobilisé la sociologie des organisations avec Rosy et Filberg. Euh, alors, ces travaux-là montrent que la reconnaissance, en fait, euh, enfin, l'arrivée des patients partenaires dans le paysage de la santé euh, bouscule les professionnels, redistribue les zones de pouvoir et eux parlent d'un dérangement dans l'espace professionnel. J'ai mobilisé aussi d'autres auteurs comme Cynthia Fleury qui portent un autre regard sur la vulnérabilité puisque les professionnels ont plutôt tendance de manière assez générale à voir la vulnérabilité comme une faiblesse. Et Cynthia Fleury propose une autre lecture et une possibilité de regarder cette vulnérabilité comme une transformation et une possible résilience. Le troisième cadre conceptuel que j'ai mobilisé tourne autour du travail invisible. Alors, tout d'abord, à partir des travaux de Catherine Tourette-Turgis, qui a largement documenté le travail du malade avec sa maladie, pour ensuite explorer l'activité réelle du patient partenaire à travers les travaux d'Yves Clos, euh, puisque je considérais que, là je l'ai mis sur cette slide, la préparation, l'animation, la co-construction d'outils, de supports pédagogiques, l'animation, présenter toutes les caractéristiques d'un travail réel selon Yves Clos, mais un travail qui aujourd'hui n'est toujours pas reconnu. Euh, j'ai enfin mobilisé les travaux de deux sociologues du travail, Anne Dujarier et Maud Simonet, euh, sur finalement ce statut, alors plutôt sur l'aspect rémunération, puisque selon Dujarier, plus il y a un sentiment d'utilité, donc là on est vraiment dans le care, plus finalement il y aurait une valeur économique qui serait réduite. Euh, donc toutes ces notions finalement amènent à montrer la place du patient partenaire aujourd'hui et une figure qui est émergente mais qui vient quand même bousculer et les savoirs et les organisations. Donc j'ai formulé plusieurs hypothèses et si on est en lien avec le sujet des portfolios aujourd'hui, ce serait plutôt l'hypothèse 2, le manque de statut, de cadre, serait un frein à la reconnaissance et à l'identification, pardon, quelque part des savoirs expérientiels. C'est à travers plusieurs questionnaires et je me suis appuyée sur une méthode qualitative avec 9 entretiens auprès de patients partenaires, de médecins enseignants et des responsables du CI3P. Euh, alors, les principaux résultats, et je vais passer directement à l'hypothèse 2, c'est que finalement, l'hypothèse 2, plus il y a un flou autour du cadre et du statut, plus on a du mal à identifier, reconnaître les compétences des patients partenaires. Lors, par exemple, de ces entretiens, un des médecins enseignants parlait d'une cartographie, d'avoir une cartographie des compétences, avoir des compétences des patients partenaires, dans le but de
de mobiliser, d'optimiser la co-construction dans le domaine de l'enseignement. Je trouvais ça vraiment intéressant finalement qu'il y ait une demande des professionnels de plus savoir comment finalement euh, les interventions des patients partenaires se construisaient, comment ces savoirs se construisaient, quelles compétences y étaient développées. Euh, les principaux résultats de cette étude mettent en évidence évidemment des parcours marqués par la maladie et transformés en engagement très actif. Une des hypothèses qui avait été posée, c'est que le manque de statut clair pouvait finalement contribuer à un désengagement des patients partenaires. Or, les patients partenaires interrogés ont un fort engagement dans la contribution dans l'enseignement, dans le soin et la recherche. Et ça a été marqué aussi par euh, un engagement qui fait que ça contribue à prendre soin de soi. Le fait d'être patient partenaire est un statut qui contribue à un mieux-être pour l'ensemble des personnes qui ont été interrogées dans cette enquête. Euh, il y a eu aussi une complémentarité des regards entre les professionnels. On s'attend évidemment à un changement de regard des professionnels, mais il y a aussi chez les patients partenaires une compréhension de ce que peuvent vivre les professionnels et du système de soins. Donc c'est vraiment une compréhension mutuelle qui se joue là-dedans. Euh, les résultats, on peut voir aussi une forte implication du CI3P et du département d'enseignement de médecine générale qui finalement s'engagent à mettre en lumière cette transformation du regard. Ça met en évidence aussi encore des résistances institutionnelles et des difficultés finalement culturelles par rapport à ce statut de patient partenaire. Euh, Au final, à l'issue de ces résultats, j'ai proposé alors une architecture. Je parle d'architecture puisque c'est une première base de travail, donc un portfolio qui pourrait répondre aux enjeux précédemment cités. Cette architecture, finalement, elle pourrait permettre d'identifier les besoins d'apprentissage, de chercher des ressources pertinentes, de développer une pratique réflexive, de tracer les activités des patients partenaires, de pouvoir s'auto-évaluer et de formaliser un projet en fait d'engagement. Et enfin de produire des traces. Je vous ai mis des captures d'écran de l'espace Moodle où j'avais proposé cette architecture, qui était finalement constituée avec le parcours du patient partenaire, un volet compétences, un volet activité, un partage des pratiques et des expériences, un volet documentation et ressources et un volet badge. Euh, donc là, bon, par exemple, si on s'attarde un petit peu sur un des volets compétences, l'idée, c'est vraiment de retracer à travers une expérience, de raconter ce qu'on fait, comment on le fait, ce qui a été demandé et ce qu'en retire le patient partenaire. J'ai proposé là aussi en termes de base des outils à l'intérieur de l'architecture du portfolio qui ne demandent qu'à être retravaillés puisque ce sont des bases. Donc par exemple, sur l'espace de compétences, on peut y retrouver le référentiel de compétences de l'Université de Montréal
avec une grille d'analyse des compétences mobilisées qui peut être enseignée par les patients partenaires et qui a été construite à partir du référentiel de compétences des patients partenaires. Donc, il y a quelques outils qui permettent, à l'intérieur de ce portfolio, de s'auto-évaluer, de tracer l'apprentissage et l'expérience. Donc voilà, là, je vous ai mis un exemple de la grille d'analyse. En fait, l'architecture, elle est vraiment pensée comme un processus dynamique plutôt qu'un dossier qui constituerait des éléments de preuve. Euh, donc c'est plutôt, je l'ai pensé plutôt comme un espace d'analyse, de mise en perspective et d'auto-évaluation, et surtout comme un outil de base de co-construction. En ce sens, il pourrait répondre aux besoins qui ont été identifiés dans mon enquête, un besoin de visibilité sur les compétences réellement mobilisées, un besoin de repérage partagé entre les professionnels et les patients partenaires, un besoin d'un espace sécurisé pour expliciter les apprentissages, en faire des ajustements, et un besoin enfin d'un outil qui permettrait de structurer un parcours. Donc, voilà, donc j'ai élaboré une proposition d'architecture de portfolio qui est pensée pour pouvoir être travaillée à partir des besoins des patients partenaires eux-mêmes. Euh, ce- Cette proposition d'outil, elle n'a pas vocation à figer les pratiques, mais bien à ouvrir un espace de structuration et de réflexion partagée. Euh, je terminerai en disant que cette base de portfolio, elle est plutôt une invitation à continuer ce travail de co-construction avec les principaux concernés. Voilà. Merci Carole. Est-ce que peut-être tu pourrais donner un... Parce que tu as parlé des badges, et même si on n'a pas fait le choix dès cette année en fait d'intégrer les badges, parler des open badges qui étaient aussi au cœur en fait de ta réflexion. Oui, c'était même le premier outil que j'avais mis en avant. L'Open Badge, c'est une certification numérique qui viendrait en complément de la construction du portfolio et qui vient attester de connaissances et de compétences. C'est vraiment un outil, alors c'est un outil numérique qui permet de rentrer des données, des métadonnées qui pourraient être portées par une institution. L'idée, c'est que cet outil, si il veut vraiment être pris au sérieux, c'est un outil qui doit être porté par une institution comme, comme la faculté de médecine, comme le CI3P, euh, afin d'appuyer en fait les compétences des patients partenaires. Ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'il peut être adossé. Alors, le terme adossé, en fait, il permet, par exemple, je donne un exemple, euh, le CI3P pourrait certifier euh, un patient partenaire sur une posture réflexive par rapport à une intervention sur tel et tel sujet, et un patient partenaire pourrait aller avec ce badge dans une maison de santé et le badge pourrait être adossé par la maison de santé et donnerait encore plus de poids à cette compétence-là de réflexivité. Donc, en fait, c'est un outil qui se veut complémentaire et qui donne une lecture très détaillée. Alors là, c'est vrai que bon, je peux pas, j'en ai pas fait la démonstration puisqu'on parlait du portfolio aujourd'hui, mais c'est un outil qui s'inscrit vraiment dans la complémentarité au portfolio et qui vient attester de compétences. Donc, on peut vraiment badger et certifier des compétences très spécifiques à chaque patient partenaire. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas si vous avez des questions.
Merci Carole. On n'a pas abandonné, hein. C'est-à-dire qu'on a décidé dans un premier temps de vraiment intégrer le portfolio, mais on n'a pas abandonné cette histoire d'open batch. C'est pour ça que je souhaitais que tu en parles, et puis parce qu'effectivement c'était un des premiers éléments que tu avais apporté au début de la recherche, quoi.